Enregistre. Enregistrement en attente, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Ah, c'est bon. Du coup, bienvenue à tous. On a commencé l'enregistrement à ce premier Dabagro de 2022 qui porte sur l'agriculture urbaine. Voilà, pour commencer, Camille Poutra, on nous parle un tout petit peu de Time for the Planet, si ça te va, Camille. Donc là, le débat est organisé dans le cadre de la communauté des agros de Time for the Planet. Donc Nicolas vous présentera la communauté des agros. Mais Time, en 3 mots, donc c'est une entreprise à but non lucratif qui a pour objectif de permettre le développement d'innovations qui vont avoir un impact massif contre le dérèglement climatique. L'idée, c'est de se dire, par exemple, on va être obligé de continuer à prendre notre voiture pour continuer à vivre, mais peut-être qu'on peut avoir une voiture, par exemple, qui émet 3 fois moins de carbone parce qu'on arrive à trouver un moteur qui est plus efficace. On peut avoir des clims qui n'émettront pas de gaz à effet de serre, etc. Donc c'est vraiment l'objectif de Time. Et pour ça, donc, il y a un système un peu de fonds d'investissement, de financement en fait, des startups, des innovations, et aussi d'accompagnement dans le sens recruter notamment un CEO qui va permettre le développement de l'innovation et que l'innovation puisse sortir des laboratoires. Donc voilà, et il y a toute une communauté qui gravite autour de Time, dont justement la communauté des agros. Et je vais laisser Nico présenter cette partie-là. Super, merci beaucoup pour le pitch de Time. En 30 secondes, c'est pas facile. Et donc oui, il y a plein de communautés au sein de Time, joyeuses et actives, qu'on appelle des planètes. Et donc là, la conférence de ce soir est organisée par celle des agros de Time. On est une planète de 125 personnes à peu près, pour vous donner une idée. On fait ça depuis l'année dernière, une fois tous les 2 mois maintenant. Voilà, et en rapide, c'est ça, je ne vais pas détailler ce qu'on fait, mais si vous avez besoin d'avoir plus d'éléments, vous avez mon nom et mon prénom pour me contacter. Vous allez me trouver sur LinkedIn, par exemple. Voilà. Et sinon, merci beaucoup à vous deux, Eric Ador et Baptiste Grab, j'espère que je prononce bien, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore, d'avoir accepté de participer ce soir pour nous parler d'agriculture urbaine, pour vous présenter mon rencontre très rapidement, après je vais vous laisser détailler avec plaisir. Du coup, Baptiste, tu avais fait ton doctorat sur, tu me reprends si je dis des bêtises, mais sur les toits d'un des locaux d'AgroParisTech dans le 5e arrondissement de Paris, des toits à potager, voilà. Tu es assez connu pour ça dans la communauté des agros. Et donc maintenant, tu travailles à l'ISARA, qui est notre école d'agro à Lyon. Et tu travailles sur des projets européens, mais tu vas beaucoup plus en parler, je pense. Mais merci encore. Et Eric Ador, tu es doctorante à AgroParisTech aussi, dans les mêmes locaux que Baptiste précédemment. Et merci aussi. Et je vous laisse, si ça vous va, bien sûr, un peu plus détaillé, si vous voulez, avant de rentrer dans le sujet. Bah, pour ma part, je sais pas, Erika, si tu veux rajouter, mais moi, ça me paraît tout bon. Donc, moi, je suis là un peu au titre justement de j'ai passé 7-8 ans à AgroParisTech et à INRA, donc dans l'équipe dans laquelle est Erika, qui s'appelle l'équipe agriculture urbaine. Et voilà, après ma thèse, j'ai fait un postdoc sur les micro-fermes urbaines. Je vous en dirai 2-3 mots tout à l'heure. Et Erika vous présentera notamment ce qu'elle fait en thèse. Donc, je sais pas, Erika, si tu veux en dire un mot en plus, mais ça concerne les analyses de cycle de vie sur des projets d'agriculture urbaine. Oui, c'est Ça ça, te va? généralement, et on verra plus détaillé bientôt. Ok, ben parfait. Alors sans trop tarder, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression que mon image, ce qui n'est pas très très grave. Et on t'entend très bien, c'est un petit peu pixelisé, mais c'est pas très grave. De toute façon, vu le beau décor que j'ai derrière moi, c'est pas dramatique. Alors je vais juste essayer. Si jamais ça coupe parce que j'ai mis le partage d'écran, vous n'hésitez pas à me dire. C'est tout bon ou... Super. Pour l'instant, ça marche très bien. Ok, impec. Donc on a déjà ravi d'être avec vous. Bonsoir à tous et à toutes, ravi d'être avec vous ce soir. Merci aussi à Erika qui a accepté de faire cette présentation avec moi après une proposition de Maud, donc une de mes collègues. Donc on a divisé la présentation un petit peu en 3 temps. Je vais essayer d'animer et voilà, d'être assez synthétique sur les 2 premières parties où l'objectif d'abord, ça sera de vous parler, de définir un peu avec vous ce qu'on appelle agriculture urbaine, et comme vous voyez, je l'ai mis au pluriel. Ensuite, donc ça, j'essaierai d'illustrer un petit peu parce que je pense que c'est important d'illustrer concrètement les projets que, en tout cas, j'ai pu et qu'on a pu rencontrer avec Erika. Après ça, j'ai voulu utiliser quelques éléments de la bibliographie et des travaux que j'ai pu mener moi avec des collègues
pour parler un petit peu de l'impact, des services, de ce qu'on attend de ces agricultures urbaines et de ce qu'on peut en attendre ou pas. Et après ça, Erika vous parlera donc de ses travaux et notamment donc de l'utilisation qu'elle a faite et d'une review de la littérature qu'elle a faite autour de l'utilisation de l'analyse de cycle de vie pour aller plus loin sur ce qu'on connaît ou pas, pareil, de l'impact de ces formes d'agriculture urbaine. Alors, pour démarrer, j'ai voulu réutiliser si ça veut bien passer, la figure d'un rapport qu'on avait fait à l'époque avec un collègue. Alors, par contre, ça a totalement bugué pour moi. J'imagine que vous m'entendez encore, mais mon ordinateur. Ouais, toujours. Alors, désolé, c'est juste que j'arrive pas à passer la diapo. Après, je peux le faire à l'oral, mais c'est un peu dommage vu qu'on a préparé une petite présentation. Tac. Pourquoi ça ne marche plus? Pardon. Ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Je vous remets en plein écran. Voilà. Donc, première diapositive pour vous illustrer. Donc, l'agriculture urbaine, je pense que vous en avez peut-être déjà tous plus ou moins entendu parler. C'est un sujet qui est relativement médiatique, d'actualité, à la mode. Et cette figure qui est extraite d'un rapport qu'on avait fait avec des collègues sur l'agriculture urbaine et changement climatique, je m'en sers pour illustrer un petit peu la diversité des formes d'agriculture urbaine. Donc, ce que vous voyez, c'est un peu une tranche, on va dire, du milieu urbain, illustrée par les emplacements où on va retrouver l'agriculture urbaine, donc de projets qui vont être situés au niveau du sol, de projets sur les toits et de projets qui vont aussi se situer à l'intérieur du bâtiment, sous serre, voire même sous les bâtiments. J'ai été un peu feignant, désolé en anglais. Mais cette diapositive également pour vous illustrer et vous donner quelques éléments sur la définition donc, de ce qu'on appelle les agricultures urbaines. Premier élément de définition qui est évident et intuitif, c'est bien sûr son emplacement. Deuxième élément qui est illustré par cette figure, c'est la diversité des formes qu'on va pouvoir retrouver. La diversité des formes qui répond notamment à une adaptation à un certain nombre de contraintes, dont bien sûr la contrainte d'espace disponible, qui est une denrée rare en milieu urbain. Et ensuite, diversité de fonctions associées. Donc ça, on va y revenir, mais ça répond également à certaines contraintes liées au foncier, liées aussi à des modèles économiques qui doivent s'adapter aux opportunités et à ce qui pourrait être développé, on va dire, dans un milieu comme le milieu urbain. Troisième élément de définition, c'est le fait que ces agricultures urbaines entretiennent des liens avec la ville, pas que, mais notamment avec la ville, via l'échange de flux ou de matières. On parlera tout à l'heure, j'évoquerai la question des déchets organiques. Donc, c'est une des manières que ces agricultures urbaines ont d'avoir des liens avec, notamment fonctionnels, avec la ville. Alors, ensuite, donc, il y a différentes manière de classer ces agricultures urbaines. Donc là, je vous ai présenté une figure où c'est selon un peu le lieu d'occupation. On peut aussi les classer selon les fonctions qu'elles rendent, toujours en lien avec l'endroit et l'espace qu'elles occupent. Donc ici, c'est un extrait d'une classification. Vous voyez qu'il y a 5 formes un peu distinguées qui partent sur la gauche de la diapositive de fermes périurbaines. Et à chaque fois, vous voyez, les collègues ont tenté de détailler un peu les fonctions qui sont attendues. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez qu'on a, dans certains cas, une fonction de production alimentaire qui est très présente et qui est primordiale. Dans d'autres cas, on va être plutôt sur des fonctions environnementales et sociales, voire pédagogiques. Et vous voyez que cet équilibre, il dépend des formes qu'on considère. Donc, si on continue un petit peu sur cette figure, vous avez ensuite les jardins collectifs. On va revenir dessus, mais vous avez derrière des jardins familiaux, des jardins partagés, etc., qui est un peu la forme historique, on va dire, d'agriculture urbaine, en tout cas en France. Ensuite, des micro-fermes. Donc, le terme, c'est micro-ferme, ça vous intéresse, on détaillera un peu plus, mais ça se réfère bien sûr à la taille, mais aussi à la diversité de fonctions qu'on en attend. Et c'est ce que vous voyez aussi ici, c'est-à-dire c'est beaucoup des projets qui vont être sur des fonctions sociales, pédagogiques, mais aussi environnementales. Ensuite, des projets un peu plus high-tech, pour certains, en tout cas, de serres ou de systèmes de production à l'intérieur même des bâtiments. Donc là, on est souvent, mais pas que, sur des fonctions de production alimentaire. Et enfin, une forme d'agriculture urbaine qui va s'insérer dans des espaces beaucoup plus réduits. Je vous en donnerai un exemple rapidement tout à l'heure, mais de jardins, de poulaillers privés, de balcons, donc d'agriculture urbaine un petit peu interstitielle, c'est-à-dire située dans les interstices de la ville. Alors, il ne faut pas que je sois trop bavard parce que j'ai prévu beaucoup de choses, mais juste un tout petit détour
historique qui me semble toujours important à faire pour vous dire que c'est donc soit un sujet médiatique relativement nouveau de ce point de vue-là, en tout cas dans l'ampleur que ça a dans l'espace public, mais c'est absolument pas quelque chose de nouveau. Donc il y a des exemples qu'on pourrait prendre dans une histoire assez lointaine. Là, j'ai pris dans une histoire un peu plus récente, qui est le fait qu'au XXe siècle, fin du 19e, début du 20e, on retrouvait des maraîchers encore présents en plein cœur de Paris. Donc c'est ce qui illustre cette figure où vous avez d'abord des cartes de Paris intramuros et de la grande couronne de Paris entre 1859 et 1959, et la taille des bulles correspond au nombre d'exploitations maraîchères, et vous voyez petit à petit, donc je ne détaille pas, mais que ce nombre de maraîchers a non seulement diminué, ce qui est illustré aussi par la figure, par le tableau en dessous, donc a diminué, et qui plus est, les maraîchers ont aussi été repoussés petit à petit en dehors de Paris avec l'arrivée du chemin de fer, avec l'urbanisation, avec un contexte de concurrence internationale. Autre petit point, mais pareil, je ne le développe pas, si ça vous intéresse, on pourra y revenir, mais ces maraîchers parisiens, une des choses pour lesquelles ils étaient très connus, et ils ont été remis au goût du jour récemment, notamment par des mouvements comme le maraîchage bio-intensif, ils étaient connus pour un certain nombre de techniques de culture. Je vous en détaille juste une, là vous avez trois illustrations, mais la culture sous cloche qui vise à la fin de l'hiver, début du printemps, à mettre une cloche de verre au-dessus de vos laitues, par exemple, pour gagner du temps et gagner du coup un cycle de rotation. Donc tout ça pour dire, le message ici, c'est rien de nouveau, et en plus avec des techniques déjà qui étaient liées justement à ces contraintes d'espace et d'optimisation de culture sur petite surface, en essayant de maximiser cette utilisation. Alors par la suite, j'ai juste voulu vous mettre quelques exemples. Alors comme j'ai peut-être prévu d'en développer beaucoup, pareil, je vais peut-être vous frustrer, mais je vais développer que certains aspects. Mais je pense important ce panorama rapide, on va dire, à chaque fois par forme d'agriculture urbaine d'un projet. Donc ici, c'est un exemple qui est situé à Nantes, qui s'appelle le Jardin des Églantiers, qui est un jardin donc familial, c'est-à-dire qu'on a des parcelles privatives. Donc chaque jardinier a sa parcelle, il y a un certain nombre d'espaces communs. C'est un jardin qui existe depuis 1982, donc vous voyez qu'il y a en tout 79 jardiniers sur une surface cultivée de presque 10 000 m². Et là, en termes de services rendus, de fonctions attendues, on est avant tout sur des fonctions sociales, donc d'espace convivial, de bien-être, de mixité sociale, mais aussi sur une production alimentaire qui est attendue en fonction des jardiniers de manière plus ou moins importante. Donc fonction alimentaire qui n'est pas totalement absente, bien au contraire pour certains jardiniers, mais une attente ici qui est principalement une attente sociale, on va dire pour la majorité ou la moyenne en tout cas des jardiniers. Donc ici on est sur du plein sol, sur une culture relativement, on va dire, classique. Autre exemple, on fait un détour par Madagascar via un projet de recherche qui s'appelle OLNA pour Agriculture Lao Space No Space, qui est un projet qui a été notamment mené par la personne qui pilote le laboratoire dans lequel on était avec Erika, qui s'appelle Christine Aubry, où là, pareil, je le décris de manière courte, mais l'objectif, c'était de développer des systèmes de culture sur toute petite surface, de manière à diversifier le bol alimentaire de certaines familles avec des revenus très limités. Donc l'idée, c'était de favoriser la culture notamment de légumes. Et vous voyez que le choix qui a été fait ici, ça a été de développer, c'est la photo qui est en bas à droite, un système de culture donc dans des sacs de riz réutilisés, avec au milieu une colonne de pierre qui a pour objectif notamment de répartir l'eau tout le long du profil de sol. Tout autour, vous avez de la terre, et ça vous permet de cultiver à la fois sur les parois du sac et sur le dessus. Donc ça, c'est un modèle qui a été développé ensuite en faisant un partenariat avec un certain nombre d'écoles où il y avait un couple parent-enfant, il y avait ensuite, les familles avaient un certain nombre de sacs comme ça, et il y avait un suivi de la part d'agronomes à la fois chercheurs et puis plutôt sur un volet technique pour voir comment les familles s'appropriaient ces systèmes de culture, traiter aussi des questions de gestion de la fertilité, etc. Mais en tout cas, on est dans une forme d'agriculture urbaine où il y a une fonction de production alimentaire, de lien social aussi, mais vraiment une fonction de production qui est relativement présente, avec aussi une idée de réutiliser des résidus, notamment via du compost, qui sont produits par les différents foyers inclus dans le projet. Donc agriculture qui là va être située dans vraiment des espaces résiduels, on va dire, au niveau de la ville.
Donc désolé, je vous fais voyager assez rapidement, mais pour vous donner donc cet aperçu, on est maintenant à Paris, donc dans le 20e arrondissement, donc plutôt au nord-est de Paris, dans un collège donc situé en REP qui s'appelle le collège Pierre Mendès France, qui depuis 2014, grâce à une association qui s'appelle Veniverdi, qui elle existe depuis 2012, accueille un potager sur l'ensemble de ces espaces verts, enfin une ferme urbaine, du coup une micro-ferme urbaine, sur l'ensemble de ces espaces verts qui représentent près de 2000 mètres carrés qui sont cultivés avec et en partie pour les collégiens du collège. Donc là, l'idée de cette ferme urbaine et l'idée de Veniverdi, c'est de démocratiser, rendre visible et impliquer, on va dire, des urbains dans ce que ça veut dire de produire des aliments. Donc il y a une personne, enfin un peu plus d'une personne en équivalent temps plein qui travaille sur ce potager. Et le potager, la micro-ferme a une fonction principalement ici de pédagogie, donc de liens notamment insérés dans un certain nombre de cours, d'activités également. Vous avez une photo en bas à gauche ici de la construction d'une mare, de vente un petit peu des légumes, mais qui ne se fait pas sur le collège, qui se fait en dehors, et une fonction de production alimentaire qui est là pas du tout le cœur, on va dire, d'activité de l'association et du site. Donc juste un petit mot, un tout petit détour sur cette question des modèles économiques qu'on ne va pas traiter avec vous ce soir, pour dire que là, par exemple, ce projet, la manière dont Veniverdi le finance, c'est via des subventions que reçoit l'association, via des activités de team building qui sont développées et qui sont autorisées, par exemple, sur ce site. Et la part de la production alimentaire dans tout ça, elle est très petite, elle est de l'ordre de 8% du chiffre d'affaires de l'association. Donc on a vraiment cette question des modèles économiques, une fois de plus, je ne vais pas la développer avec vous, mais elle est en tout cas à avoir en tête aussi sur les fonctions que développent ces projets et la monétarisation qu'ils cherchent à faire sur un certain nombre de choses. Alors, comme je suis trop bavard comme toujours, je passe ce projet. Dernier exemple, à Montréal, juste avec un système de culture, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais l'hydroponie, donc c'est l'idée, c'est comme ça que sont produits plus de 80% des tomates cerises en France. C'est un support de culture qui est inerte, donc soit en fibre de coco ou en laine de roche en général, dans lequel vous allez mettre votre plant, par exemple, de tomates, et vous allez ensuite avoir une solution nutritive avec un mélange d'eau et d'engrais minéraux qui va approvisionner la plante pour son développement. Et là, donc, l'exemple que je vous donne, en l'occurrence, il est donc à Montréal, via une entreprise qui s'appelle les fermes Loufa, qui ont développé un certain nombre de serres. De mémoire, aujourd'hui, ils en ont 3 sur des bâtiments souvent usage tertiaire, usage commerciaux ou autres. Donc, vous voyez ici des serres de 3000 m², 4000 m². Donc, je détaille pas tout, mais notamment sur ces serres, ils ont cherché à développer des systèmes de récupération à la fois de l'énergie qui provenait des bâtiments et sur certains aussi de l'eau de pluie. Une des choses qui est intéressante, c'est que très souvent sur ces projets de serres en toiture, en système hydroponique, on a une variété cultivée qui est relativement faible. Alors, c'est pas le cas sur les fermes Loufa, où eux, ils ont voulu développer des fermes qui étaient tournées principalement sur la production alimentaire et qui distribuaient dans Montréal via un système de panier. Et l'autre élément que je trouve intéressant sur ce projet, c'est que donc, depuis leur démarrage en 2011, ils sont passés donc de 200 à 10 000, ce qu'ils appellent des loups-favors, donc c'est des personnes qui achètent leur panier. Sauf que quelques années, 2-3 ans après le développement de leur première serre, ils se sont aperçus qu'ils n'arrivaient pas à attirer des nouveaux clients, notamment parce que la diversité qu'ils proposaient dans leur panier n'était pas assez importante. Et face à ça, le choix qu'ils ont fait, ça a été de développer tout un tas de partenariats avec des producteurs situés en milieu plutôt périurbain, voire rural, de manière à complémenter leur panier, tant et si bien que par moment dans l'année, ils ne produisent plus que 20% de leur panier. Donc là, on a un projet d'agriculture urbaine qui a un rôle de production alimentaire et qui, au fur et à mesure, a aussi joué le rôle via ce partenariat de distribution et d'optimiser, on va dire, la chaîne logistique de distribution des produits alimentaires pour des maraîchers ou pour des producteurs hors de la ville qui produisaient des produits qui sont complémentaires à ce qu'ils peuvent produire et qui complétaient donc leur panier. Voilà, bon, je développe pas ça parce que je pense que c'est un autre exemple donc de récupération de marc de café. Ça vous intéresse, on en reparlera. Donc, juste pour vous donner donc cet aperçu un peu rapide, mais plein de choses que j'ai pas évoquées et que bien sûr on peut pas vous illustrer ce soir, mais l'agriculture urbaine, ça recouvre aussi, il y a des élevages d'insectes qui se développent, des élevages tout court, notamment des moutons, des poules ou autres, il y a de l'aquaponie, il y a des spirulines, tout un tas de choses. Si ça vous intéresse, je vous ai mis sur cette diapositive, voilà, différentes références que vous pouvez regarder pour creuser un peu ça.
Donc pour passer à cette deuxième partie, j'ai extrait une figure d'un article d'un collègue qui s'appelle Éric Duchemin, qui a travaillé pas mal sur cette question d'agriculture urbaine et de son rôle, on va dire, dans la ville. Juste pour vous illustrer un petit peu ces différents domaines d'intervention et de ce qu'on peut attendre de ces agricultures urbaines. Donc on a parlé un petit peu des fonctions d'éducation, des fonctions sociales, du rôle que ça peut jouer dans l'aménagement urbain, j'ai essayé de l'évoquer très rapidement. Il y a également un rôle, on va dire, environnemental, au sens de, on peut attendre certaines fonctions, on va le voir rapidement après, mais notamment autour de la rétention d'eau, de la valorisation de résidus urbains. Donc il y a tout un tas de domaines sur lesquels on peut avoir des attentes au niveau de l'agriculture urbaine. Nous, la manière dont on a eu de rentrer dans ce sujet avec des collègues, ça a été d'étudier ce qu'on appelle les services écosystémiques que peuvent rendre ces différentes formes d'agriculture urbaine, en se posant un certain nombre de questions sur quel était le niveau de ces services rendus, qu'est-ce qu'on pouvait attendre au final de ces formes d'agriculture urbaine. Alors, je vais pas pareil tout vous détailler, mais juste mon idée, ça a été de me fixer sur 3 thématiques pour vous donner un peu un aperçu des connaissances et de ce qu'on pouvait attendre des formes d'agriculture urbaine. Alors, première question soulevée, qui reste encore souvent la première question de la plupart des gens, c'est première fonction qu'on voit, c'est quand même celle de remplir et d'approvisionner la ville en aliments. Il y a bien sûr une fonction alimentaire qui est avant tout attendue. Et la question derrière ça peut être celle de savoir en quoi l'agriculture urbaine peut participer à l'approvisionnement alimentaire de nos villes. Donc on se doute déjà, je vais vous présenter après la figure, mais bien sûr que l'agriculture urbaine ne va pas nourrir les villes de demain. Pour autant, c'est une question légitime de s'interroger sur la place que peuvent occuper ces différentes formes d'agriculture urbaine dans nos systèmes alimentaires, et notamment d'un point de vue nourricier. Donc là, c'est une figure qui est extraite d'un article qui est une revue de la littérature de collègues qui sont posés justement cette question-là, en essayant de regarder un peu les différentes études existantes, études de cas, qui se posaient justement cette question de si on développe les agricultures urbaines dans les villes de demain, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de production. Ce n'est pas du tout une image de l'existant aujourd'hui, c'est vraiment une projection, un exercice pour se dire qu'est-ce que ça peut occuper. Donc il y a plusieurs choses à comprendre sur cette figure. Première chose, c'est que les carrés, les différentes formes, la carré, rond et triangle, se réfèrent à des types d'espaces qui vont être occupés par les formes d'agriculture urbaine. Donc déjà, ce que vous pouvez constater, observer sur cette carte, c'est que selon les études, on va considérer soit plutôt que l'agriculture urbaine va se développer sur des espaces verts déjà disponibles, qui existent, ou des espaces type toiture qui vont être investis à ce moment-là par les formes d'agriculture urbaine, ou les deux, c'est le cas du triangle. Ensuite, les collègues ont distingué ce qu'ils appellent des systèmes à haut rendement ou à bas rendement. Donc ça, c'est le cadre autour, en fonction de si c'est en pointillé ou en très plein. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est notamment donc les hauts rendements, c'est des systèmes plutôt hydroponiques ou aquaponiques, donc sous serre, qui vont être vraiment pour une fonction avant tout de production. Et les systèmes low yield, c'est typiquement les micro-fermes, comme le Collège Pierre Mendès France que je vous ai présenté. On va avoir une attente, on va dire, en termes de rendement beaucoup moins importante. Ensuite, dans chaque étude, bien sûr, il détaille est-ce qu'il regarde plutôt les fruits, plutôt les légumes, ou une diversité de catégories alimentaires. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que déjà, la majorité des études se concentrent bien sûr sur les fruits et légumes, donc c'est relativement intuitif, c'est bien sûr une question de surface disponible et de pertinence du coup des productions alimentaires en place. Et l'autre chose qui me paraît intéressant à vous communiquer, c'est la diversité des résultats dans ces études de cas. C'est-à-dire que vous voyez que selon les scénarios pris, selon les villes considérées, donc selon les formes urbaines considérées, etc., on a des résultats qui vont de 1 à 4%, par exemple des besoins alimentaires de la ville, jusqu'à, donc ici vous avez une étude en Italie à Bologne qui a été faite sur, si on utilise tous les toits disponibles dans la ville de Bologne dans un scénario plutôt en développant des formes à haut rendement, on arrive sur presque 77% des légumes et des fruits de la ville qui pourraient être produits par ces formes d'agriculture urbaine. Donc vous voyez que selon le scénario pris, on peut quand même arriver à des résultats très différents. Alors c'est peut-être frustrant, mais je ne détaille pas forcément plus que ça, mais c'est pour vous montrer que même si les agricultures urbaines ne nourriront bien sûr pas les villes de demain, elles peuvent occuper dans certains cas quand même une place dans le système alimentaire. Autre exemple, de fonctions que peuvent occuper ces agricultures urbaines, c'est sur
cette question qui est avant tout un besoin, qui est que quand on crée des espaces verts en ville, on va utiliser des matières qui très souvent sont originaires plutôt de l'extérieur de la ville. Typiquement sur les toitures végétalisées, on va utiliser pour l'instant plutôt des matériaux comme de la pouzzolane, qui est de la roche volcanique, comme du terreau, qui est issu de tourbes, qui est un écosystème qui s'appelle des tourbières. Donc on va utiliser des matériaux plutôt extérieurs et qui ont en général un impact environnemental assez important. Et nous, ça a été vraiment une des questions qu'on a mis aussi au cœur de nos travaux, de se dire, si on développe des toitures potagères, on va tester ça, et en l'occurrence, on a testé ça, donc c'est l'image que vous voyez ici, sur une des toitures d'AgroParisTech, on a mis en place des systèmes de culture qui étaient uniquement issus de résidus urbains. Et donc, juste pour vous illustrer, ces résidus urbains, donc là, à titre d'exemple, vous avez plusieurs produits. Donc ça va de résidus de champignonnière, c'est-à-dire c'est du marc de café qui est réutilisé d'abord pour produire des champignons et qu'ensuite nous on réutilise en tant que substrat de culture. On a différents types de compost, de biodéchets, de déchets verts, et également des produits peut-être moins attendus comme de la brique et de la tuile concassée, qui peuvent être des produits issus de la démolition ou de la déconstruction des bâtiments. Donc ce propos un peu rapide, mais juste pour vous dire qu'il y a une question qui nous paraît assez centrale d'aménagement, on va dire, des espaces verts qu'on souhaite développer aujourd'hui en ville, et depuis quelques dizaines d'années maintenant. Et donc cette question vraiment de quels matériaux on utilise et l'intérêt qu'ont montré notamment nos travaux, mais pas que, à réutiliser les produits et des matières qui viennent de la ville. Et du coup, cette question également qui soulève de quelle place les agricultures urbaines pourraient avoir, on va dire, dans la réutilisation de résidus urbains. Alors, vu que j'avais prévu comme souvent 3 fois trop de matière, je vais passer ça, qui était plus sur des questions d'eau. On y reviendra si ça vous intéresse. Mais juste donc sur cette question de quelle place pourraient occuper les agricultures urbaines en termes de valorisation des déchets organiques, mais pas que issus de la ville. Pareil, des collègues ont fait une étude sur Glasgow et Lyon, que je trouve intéressante en tout cas pour avoir une vue d'ensemble, où en gros l'exercice qu'ils ont fait, ça a d'abord été de regarder un peu les formes urbaines qui étaient présentes, donc ils sont intéressés à la surface totale de la ville, regarder le pourcentage de toits, les surfaces disponibles, quelles étaient les conditions climatiques, et à partir de ça, ils ont fait un scénario de projection si on développe pareil des formes d'agriculture urbaine de manière relativement importante, donc je vous détaille pas tout, désolé si c'est frustrant, mais ils ont repris ici, donc sur la gauche, vous avez plutôt le type, l'origine des résidus, et ensuite vous allez avoir différentes manières de les valoriser, y compris d'ailleurs énergétiquement, mais ça va en gros de nourriture pour des insectes ou l'utilisation plus classique que je vous décrivais, c'est-à-dire de compost qui vont servir à amender ou à recréer des sols. Donc, désolé, je détaille pas tout, mais l'idée vraiment, c'est de s'interroger sur la place que pourraient occuper des projets d'agriculture urbaine de ce point de vue-là. Et ce qu'ils ont montré, qui est résumé sur cette, en partie en tout cas sur cette figure, c'est que c'est la place un petit peu que pouvaient occuper ces agricultures urbaines et on va dire l'influence des choix qu'on va faire sur le type d'agriculture urbaine qu'on va développer. Pour être un petit peu plus clair, ils ont notamment montré que dans leur scénario, ce qui était essentiel, c'était le ratio entre le développement de projets, on va dire, plus tournés une fois de plus vers du high-tech et vers du coup plus de la production alimentaire ou des jardins urbains, où ils ont fait un choix de développer avant tout plutôt des formes dites la haut-tech, plutôt vers des fonctions donc sociales, environnementales, plus que des projets high-tech tournés vers de la production alimentaire. Et les chiffres qui m'intéressaient de partager un petit peu avec vous, c'est ce qu'ils ont montré, c'est qu'en développant de manière très large des projets d'agriculture urbaine, on pouvait arriver, donc selon les villes considérées, donc selon Glasgow ou selon Lyon, à une valorisation qui va de 12% pour Lyon des déchets organiques produits à l'échelle de la ville, jusqu'à 52% des déchets organiques produits à l'échelle de la ville dans le cas de Glasgow. Et derrière, ils sont intéressés à quoi ça correspond en termes d'empreinte carbone pour l'alimentation qui va être produite. Donc, ils ont vu que ça correspondait à une réduction qui était comprise entre 4 et 7%, mais qu'au global, les émissions liées à ce développement de ce système d'agriculture urbaine qui a pour but de valoriser, on va dire, un certain nombre de résidus de la ville, ça résultait dans une augmentation des émissions plus ou moins importante en fonction de si on considérait le scénario sur Lyon ou sur Glasgow, qui était principalement lié notamment à la consommation en chauffage et en éclairage des serres urbaines. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais mon propos, en gros, ici, c'est de montrer que ces agricultures urbaines, une fois de plus, peuvent occuper
une place dans nos systèmes alimentaires et dans le fonctionnement de nos villes et peuvent participer, être une partie, on va dire, de la solution. Enfin, un certain nombre de problématiques. Donc ici, je vous ai juste illustré en quoi est-ce que les formes d'agriculture urbaine peuvent valoriser des résidus urbains. Elles ont également un rôle à jouer sur la rétention d'eau et le problématique notamment d'imperméabilisation des sols en ville. Mais elles sont une pièce du puzzle sans être l'intégralité de la solution. Voilà, bon, j'espère avoir été à peu près clair sur vous illustrer un petit peu aussi quantitativement, on va dire, le rôle que ça peut jouer. Et l'objectif de la dernière partie que va vous présenter Erika, c'est de détailler un petit peu plus cet impact environnemental, c'est-à-dire d'aller sur la question de si on développe ces formes d'agriculture urbaine, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de la construction jusqu'à la démolition, on va dire, jusqu'à la fin de vie de ces projets. Erika, je te laisse la parole. Oui, parfait. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, je crois que j'ai besoin... Oui, parfait, merci. J'ai besoin de toi pour changer les diapos pour moi. Donc, oui, comme Baptiste a dit, je vais vous présenter plutôt mon travail sur l'analyse de cycle de vie de l'agriculture urbaine. Donc, tout d'abord, et très vite, qu'est-ce que c'est l'analyse de cycle de vie? Simplement, c'est une méthode qui permet de quantifier les impacts environnementaux de quelque chose, comme un produit ou un service, et dans ce cas, l'occupation de sol de fermes urbaines ou la production alimentaire de fermes urbaines. Et les éléments clés de la méthode sont, premièrement, qu'il est basé sur le cycle de vie de quelque chose. Donc, il considère les impacts d'un produit tout au long de son cycle de vie. Et pour l'analyse de cycle de vie ou ACV d'une ferme, ça veut dire qu'on considère des éléments comme la production des intrants, comme engrais ou compost. On considère les émissions du sol à la ferme, la livraison du produit au marché, l'emballage, plein de choses. Et un autre élément clé est que le ACV est multicritère. Donc, on peut mesurer multiples impacts environnementaux différents, comme la scarcité d'eau, l'écotoxicité ou consommation de ressources. Mais ce soir, on va parler juste de changement climatique par manque de temps et aussi parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Et enfin, le ACV est normalisé, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de normes reconnues au niveau international et plusieurs cadres sur la manière de faire un ACV, et ça rend les résultats plutôt comparables et fiables. Et d'abord, je voulais vous donner un peu de contexte sur l'état de nos connaissances sur ces sujets. Donc, environ 250 ACV de l'agriculture urbaine ont été faits, ce qui est bien moins que les 2000 ACV des fermes rurales de fruits et légumes, et beaucoup, beaucoup moins que les 10 000 ACV du blé. Donc, en fait, c'est un sujet relativement récent que nous avons commencé à étudier, comme la plupart des questions autour de l'agriculture urbaine. Et maintenant, je vais vous montrer un peu de ce que nous avons appris des ACV d'agriculture urbaine. C'est grâce à une revue systématique et une méta-analyse que j'ai fait l'année dernière, qu'on peut consulter gratuitement en ligne pour tous les détails. Le titre est en bas. Donc, nous avons examiné 47 publications scientifiques qui ont étudié 259 systèmes agricoles différents. Et comme je dis, on va parler que des impacts de changement climatique, qui est mesuré en kilogrammes de CO2 équivalent ou gaz à effet de serre par kilogramme de produit. Et ça implique qu'on va agréger et comparer les résultats pour différents types de produits, comme différents fruits et légumes. Et comme vous pouvez voir ici, ils seront codés par couleur. Et la plupart de ces résultats sont pour des légumes feuilles, les herbes aromatiques, les tomates et les légumes. Et c'est une comparaison imprécise parce que ces différentes plantes ont besoin de différentes entrantes comme l'eau et nutriments, mais le ACV de agriculture rurale nous
Ça nous montre qu'il n'y a relativement pas trop de différences entre ces types de fruits et légumes par rapport aux différences entre fruits et légumes et des autres types d'aliments. Donc, pour maintenant, ça va de comparer les différents produits. Et oui, enfin, les résultats sont groupés par type de ferme ou jardin. Comme on sait, l'agriculture urbaine peut prendre beaucoup de différentes formes avec des besoins techniques très différents. Donc, on peut voir les résultats répartis selon s'ils sont sur terre ou sur les toits, s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur, et s'ils sont des systèmes de hydroponie ou de cultivation dans le sol ou substrat. Donc, on voit les systèmes séparés et les impacts du changement climatique où chaque point représente le résultat d'un système. On peut voir le moyen pour chaque type de ferme et l'écart type. Et alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Tout d'abord, on peut noter qu'il y a une grande variété d'impacts entre les différents types d'agriculture urbaine, avec une grande différence entre les moyennes, mais aussi une grande variété parmi les systèmes du même type, qui est illustré par les grands écarts types. Donc, il y a beaucoup de variabilité comme parmi tous les types d'agriculture urbaine sur sol à l'intérieur en hydroponie. Et cette variabilité est beaucoup plus importante ici que celle qu'on observe pour les fermes rurales de fruits et légumes. Et je vais détailler ça un peu plus dans un instant. On peut aussi noter que les fermes et jardins au sol, en terre et en plein air, ont les impacts le plus faibles. D'abord sur le sol et ensuite sur les toits. Et enfin, les systèmes hydroponiques à l'intérieur ont les impacts moyens le plus importants. Et c'est aussi là où on voit la plus grande variabilité. On peut caractériser ce type de système comme des systèmes d'agriculture verticale qui sont complètement contrôlés. Pour ce premier groupe, Ground Indoor Hydroponics. Et les systèmes sur le toit, le Rooftop Indoor Hydroponics, ils étaient plutôt des serres sur les toits. Et alors aussi, pour ce type de système à l'intérieur en hydroponie, il faut garder en tête que même si les impacts moyens sont importants, on peut voir qu'il y avait aussi beaucoup de systèmes avec des impacts assez faibles. Donc, tout est possible avec ce système. Après, ici, sur cette diapo, je vais faire un peu de comparaison avec l'agriculture rurale. Et ici, je dois souligner, c'est très important pour moi que c'est pas nécessaire que cette comparaison est nécessaire pour contextualiser ces résultats, pour avoir une idée de l'ampleur, plutôt que de faire des comparaisons strictes et demander lequel est le meilleur, parce que évidemment, agriculture urbaine et agriculture rurale sont très, très différentes avec différents objectifs et bénéfices. Bon, mais il faut comparer pour avoir une idée de comment se situent ces résultats. Donc, on va prendre les systèmes basés sur sol en plein air parce qu'ils ressemblent le plus à l'agriculture rurale, sont techniquement le plus comparables. Et ici, on a un moyen de 0,7 émissions de gaz à effet de serre par kilogramme. Et on peut s'attendre que la plupart des résultats seront entre 0,03 et 1,3. En comparaison, les fermes rurales avec un mélange similaire de produits auraient des impacts généralement entre 0,3 et 0,6. On voit donc encore que les résultats de l'agriculture urbaine sont beaucoup, beaucoup plus variables, avec une gamme beaucoup plus grande. Et ils sont parfois plus élevés et parfois moins élevés. Alors, dans l'ensemble, compte tenu de cette variabilité, je vais juste donner un peu de mon interprétation de tout ça parce que c'est mélangé. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Compte tenu de
de cette variabilité, les incertitudes inhérentes dans l'analyse de cycle de vie, moi je dirais que ces systèmes sont assez similaires. Ça suggère que l'agriculture urbaine n'est pas nécessairement très inefficace avec des énormes impacts et en même temps, elle ne va pas réduire beaucoup l'impact système alimentaire sur le changement climatique en remplaçant des produits ruraux. Et ici, pour mon dernier diapo, on va juste décomposer un peu plus ces résultats pour examiner des comparaisons plus spécifiques entre les différents types de systèmes et de cultures. Donc, ce sont des comparaisons par paire qui ont été faites dans les articles qu'on a examinés, où les auteurs ont pris les résultats de leur système agriculture urbaine et ils ont comparé aux résultats d'un système rural similaire. Alors, à gauche, on trouve les impacts du changement climatique du système conventionnel rural et à droite, c'est le résultat de l'agriculture urbaine et les lignes montrent les comparaisons par paire. Les lignes sont bleues quand l'agriculture urbaine avait moins d'impact et rouges quand l'impact était plus élevé. Donc pour les systèmes à l'intérieur, hydroponie sur les toits qui cultivaient les légumes à feuilles, on peut voir que l'agriculture urbaine avait toujours un impact plus important, parfois beaucoup plus important que l'agriculture rurale. Mais pour ce même type de système technique, à l'intérieur hydroponie sur le toit, pour les tomates, l'agriculture urbaine était presque toujours moins impactante que les systèmes conventionnels. Ensuite, pour les légumes à feuilles et les tomates cultivées en plein air, dans le sol, dans les systèmes d'agriculture urbaine, le système urbain avait presque toujours moins d'impact que le système rural. Donc, on voit encore des résultats mélangés, mais c'est beaucoup plus clair quand c'est séparé par ce type de système et la plante. Et ici aussi, je veux souligner, il faut faire attention à les axes, le y-axis. Ici, parce qu'à partir de cette première figure, quand même la plupart de ces chiffres les différences sont assez faibles entre les différents systèmes. Donc, encore, je crois qu'on peut généraliser, les impacts étaient assez similaires. Okay. Et merci beaucoup, Erika. Merci pour votre attention. J'espère qu'on vous a donné un aperçu. C'est toujours pareil quand on a un temps limité, ce qui est normal, hein, mais on a peut-être été assez vite sur certaines parties, donc n'hésitez pas à avoir un échange avec vous. On a peut-être été un peu long, mais voilà, place à vos questions. Merci beaucoup et c'était super clair, j'ai trouvé, parce que le sujet est quand même pas peut être plutôt assez technique, hein, c'est normal, c'est de la science. Mais enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était bien amené, bravo. Et donc, on a quelques questions déjà. La première de Seblette, j'ai noté un pseudo. Alors, si tu veux prendre la parole, n'hésite surtout pas. Donc, je ne sais pas où tu es. Je te tutoie, je me permets. Sinon, je vais lire ta question. Hop, je la retrouve. Alors, la question, c'était, je trouve qu'en général, les jardins partagés sont souvent mal entretenus dans les villes. Est-ce qu'il y a un moyen de rendre ce concept plus attrayant ? Je ne sais pas si on a directement des éléments sur cette question-là, mais ce qui se passe, qui était d'ailleurs rapporté par une des collègues, Alizara, qui travaille aussi sur ces questions-là, qui est Perrine Vanderbroek, c'est que c'est plutôt les jardins familiaux qui ces derniers temps étaient plutôt vus comme une forme, dans certains cas, de privatisation un petit peu d'espace et qui avait un petit peu moins le vent en poupe. Mais après, sur la question des jardins partagés, bien souvent, il y a des structures d'animation qui sont liées. Donc, au contraire, le retour en général qu'on a, c'est que ces structures d'animation permettent en général un entretien et une implication des personnes qui est souvent un peu plus importante. Après, c'est très souvent dépendant des contextes et des lieux qu'on considère. Mais en moyenne, je dirais plutôt qu'on peut dire que les jardins partagés ont plutôt bonne réputation de ce point de vue.
Merci beaucoup. Et après, Nico, tu as quelques questions. J'imagine que ça t'embête pas de prendre la parole. Ça va, merci. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment rapide, mais dense mais très, très intéressant. Donc, merci beaucoup. Il y en a une d'ailleurs, en partie à laquelle il y a déjà eu des éléments de réponse, mais j'écrivais, je ne regardais pas. Donc, juste la première, il y avait une carte avec au moins les rendements potentiels dans le monde. Et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas les rendements potentiels sur la France. Je ne sais pas si ça n'avait pas été calculé ou si juste je ne l'ai pas vu. Non, c'est moi qui ai présenté un peu rapidement, c'est que les chiffres qui étaient sur la carte, c'était des chiffres d'autosuffisance. C'est-à-dire la question, c'était vraiment en quoi, dans une hypothèse où on développe largement l'agriculture urbaine dans les villes de demain, celle-ci peut participer à l'alimentation des villes. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas, voire très peu d'études de cas en France. C'est pour ça que ça apparaissait pas sur la carte. Ok. Bon, pour la deuxième question, donc il faut que je regarde mieux la présentation de la deuxième partie. Il y avait déjà pas mal d'éléments, mais juste quand même, ça a bien été comparé sur la CV, juste qu'on soit bien clair que c'était avec la comparaison agriculture urbaine traditionnelle avec les transports, l'engrais, la distribution, c'était vraiment intégré. Oui, globalement, ces ACV étaient assez complètes. Il est toujours inclus il y a toujours des différences entre les system boundary, entre tout ce qui est inclus, mais ça comprend tout. Jamais parfois les systèmes, c'était pas clair s'ils avaient inclus le transport au consommateur ou pas, mais j'ai fait une analyse intéressante entre les systèmes d'agriculture urbaine où il était inclus ou pas inclus, et il n'y avait aucune différence dans les impacts moyens. Donc, je crois que même si il ne le inclut pas toujours, les résultats sont assez similaires parce que c'était probablement pas très important pour l'agriculture urbaine. Ok, merci. Puis après, oui, je vois la différence avec les différents types de cultures. Ça, j'avais pas. Oui, effectivement. Bon. Et enfin, pardon. Bon, Nicolas, vas-y. Donc oui, et le système de colonnes que tu as présenté, Baptiste, c'est sur Madagascar. Donc ces espèces de colonnes, je n'ai pas bien compris à quoi servait le minéral au milieu. C'est bien ça, il y a une colonne minérale et tout autour c'est de la terre. Et c'est bien ça ce système. Tout à fait. En fait, désolé si c'était trop rapide, mais du coup, ce système de culture est l'une des principales contraintes qu'on a quand on est sur des milieux réduits comme ça, c'est l'accès à l'air, qui est avant tout problématique, et également la répartition de l'eau dans tout le long du volume. Et donc, face à cette problématique, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'avoir une colonne de pierre en plein milieu du sac, qui assure une bonne répartition de l'eau tout le long du profil, qui évite aussi, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais des écoulements préférentiels. C'est-à-dire que vous avez déjà dû observer que dans vos jardinières, par exemple, quand vous mettez du compost ou du terreau, le fait qu'au tout début, ça soit un peu hydrophobe, votre eau, après, elle va prendre certains chemins plus préférentiellement que d'autres. Et donc, face à ça, ils ont voulu mettre cette colonne de pierre pour bien répartir la masse d'eau et aussi assurer une certaine porosité pour avoir un bon développement, on va dire, des plantes de ce point de vue-là. Donc, pour garantir aussi l'accès à l'air. Et ça remonte par capillarité Ça remonte par capillarité, et sinon, après, c'est aussi un arrosage très régulier, parce que la capillarité, vu que le sac fait un peu plus de 50 cm de mémoire, vous avez la remontée par capillarité ne suffit pas. D'accord. Et alors, et pour terminer, il y avait le système aussi de fibres de coco, donc pour de mode plus hydroponique. Et est-ce qu'on pourrait imaginer de la fibre de coco justement dans ce... Et il y avait un autre matériau, mais j'ai pas retenu le nom. Dans ce type de système, en fait, de faire l'hydroponie, mais verticale, dans des tubes comme ça. Est-ce que ça améliore un intérêt ou pas? Alors, potentiellement, oui, mais après, du coup, il y a deux choses, je pense, à avoir en tête. La première, c'est que il y a quand même la fibre de coco, la laine de roche, tout comme la pouzzolane dont je parlais, le terreau. C'est des matériaux dont on sait qu'on doit se passer à court terme, ou voire, dans le meilleur des cas, on va dire à moyen terme. Parce que justement, l'impact induit par ces matériaux, la tourbe, par exemple, qui est constitutive par définition du terreau, en France, on a arrêté quasiment d'exploiter nos tourbières, mais aujourd'hui, elle vient d'Europe de l'Est, elle vient du Canada. Donc, c'est des matériaux qui ont vraiment un impact environnemental, on va dire, assez important. Deuxième chose, c'est que les deux systèmes de culture, c'est ce que j'ai
voulu vous dire, mais pareil, peut-être un peu rapidement, mais si vous prenez donc un système hydroponique ou un système, par exemple, la photo du toit d'AgroParisTech que je vous ai montré, en fait, ça repose sur deux hypothèses et deux mécanismes agronomiques différents. C'est-à-dire que dans un cas, le système hydroponique, vous apportez, vous, les nutriments via un fertilisant en général, qui est dans la plupart des cas, dans plus de 90% des cas, minéral. Donc, pareil, qui peut poser un certain nombre de problèmes vis-à-vis notamment de son impact environnemental. Et dans le deuxième cas, vous vous reposez très souvent sur le fait que ça va être la biodégradation, donc l'activité de minéralisation, donc l'activité microbienne en gros, au sein de vos substrats qui va apporter tous les éléments nutritifs pour la plante. Donc, dans un cas, vous apportez les éléments nutritifs et dans l'autre cas, vous vous reposez plutôt sur l'activité du sol. Donc, c'est principalement lié à ça s'il y a des grosses différences de rendement entre les deux. Mais ce qui fait que j'arrête là après, mais si on utilise par exemple de la fibre de coco dans le cadre du système de culture laconsité à Madagascar, la fibre de coco, elle a l'avantage d'être très stable dans le temps, mais elle a le désavantage de ne pas se dégrader quasiment. Donc ça veut dire que l'apport en nutriments, il devra être fait à ce moment-là uniquement par un apport externe, soit via un fertilisant, soit via... Alors que là, à l'heure actuelle, dans le système tel que je vous l'ai présenté, c'est de la terre en mélange avec du compost ou du fumier qui apporte tout seul, on va dire, les nutriments pour la plante. Ok, merci beaucoup. Apparemment, certains n'ont pas accès au fil de discussion. Si c'est le cas, je vous invite à prendre la parole avec plaisir. Et juste avant, Lise-Hélène a envoyé sa question autrement. Donc si Lise-Hélène, tu veux la poser, avec plaisir. Et sinon, je la lirai. Je lis dans ce cas. Alors, en dehors de l'ACV, analyse de cycle de vie dont on a parlé, l'agriculture urbaine a-t-elle d'autres effets sur les villes, baisse de la température liée à la végétalisation en particulier? Et si oui, est-ce que vous auriez des chiffres sur ça? Alors, des chiffres directs, merci pour la question. Je ne sais pas, Erika, si tu... Pardon, je pourrais parler, en plus, comme je ne te vois pas avec la caméra, j'ai tendance à... Ça va. Non, mais juste du coup, pour démarrer sur cette question, un des moteurs, on va dire, de développement des projets d'agriculture urbaine, vous l'avez compris, je pense un peu en filigrane des projets que je vous ai présentés, mais c'est beaucoup en France, en tout cas, et en Europe du Nord, les impacts sociaux, notamment via des fonctions pédagogiques, d'insertion professionnelle, etc. D'un point de vue environnemental, un des grands moteurs aussi de développement de certains projets, notamment en toiture, c'est l'impact qu'ils ont sur l'eau. Parce qu'une des grosses problématiques face à l'imperméabilisation des sols en ville, c'est de voir un peu ces espaces verts en toiture, tout comme les toitures végétalisées, comme des éponges qui vont retenir de l'eau qui derrière ne va pas forcément aller s'écouler dans le réseau d'assainissement. Donc là-dessus, les chiffres, pareil, il y a une très grosse variabilité. Nous, sur le toit, ce qu'on a étudié, c'était qu'on a montré qu'en gros, ça retenait entre 60 à 80% de l'eau de pluie qui arrive, mais avec néanmoins un élément très déterminant qui est la gestion du système d'irrigation. Et pour vous citer aussi, pour aller un tout petit peu plus loin sur cette fonction, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est financé, donc c'était montré au travers d'une de mes diapos, mais on a l'exemple, par exemple, de la ville de New York qui a financé un toit pour son installation, justement au titre de ce rôle de rétention d'eau. Et on a à Paris également l'agence Seine-Normandie qui finance l'installation de certains toits végétalisés et de certains toits potagers au titre de cette rétention d'eau. Sur la question de la baisse de température, donc face à cette problématique de l'îlot de chaleur urbain, moi je ne suis pas expert de ça, je ne sais pas si toi Erika tu as plus de chiffres, mais l'impact on va dire est souvent assez limité. Parce que de par la végétation en fait qui est en place. Et c'est-à-dire que d'un point de vue, si on considère cette question de baisse de la température, première forme de végétalisation qui a un intérêt, c'est plutôt des arbres ou des systèmes arborés plutôt que des systèmes potagers avec des légumes en rotation assez courte. Je ne sais pas, Erika, si tu partageais d'autres éléments. Non, je n'ai pas des chiffres plus précis sur la réduction de chaleur urbaine. Je crois, comme toi, j'ai l'impression que c'est... oui, on a des résultats qui suggèrent que ce n'est pas aussi important que d'autres systèmes d'infrastructure verte. Mais juste pour compléter un peu sur les avantages environnementaux que l'agriculture urbaine peut apporter aux villes, je peux ajouter quelque chose qu'on étudie un peu avec l'analyse de cycle de vie. C'est le symbiose urbaine dans spécifiquement l'isolation des bâtiments avec les serres ou les fermes sur le toit, plutôt les serres parce qu'ils sont beaucoup plus insolents qu'un peu de terre. Et
bon, on n'a pas énormément d'études sur ça, mais plusieurs montrent que ça pourrait être l'un des les plus grands impacts, les plus grands avantages de l'agriculture urbaine, s'il peut bien isoler les bâtiments et lui éviter d'utiliser de l'énergie pour le chauffage. C'est quelque chose, comme je dis, pas très bien compris, mais qui a des résultats encourageants. Juste, pardon, un tout petit ajout court, mais comme vous l'avez compris, de par nos recherches, on voit aussi qu'il y a un intérêt et une pertinence de ces systèmes. Je pense une des choses que montre bien Erika, c'est quand même de montrer que dans certains cas, l'impact peut être assez conséquent, notamment, donc pas forcément tout détaillé, mais lié au chauffage, lié à l'éclairage dans certains systèmes, on va dire, plus high-tech. Et par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de contraintes et aussi d'impacts qui peuvent être des fois négatifs de la part de l'agriculture urbaine sur des systèmes entre guillemets plus low-tech. On a pu constater notamment que sur la question de l'eau, de la consommation d'eau, certains projets peuvent avoir un impact qui est non négligeable, à rapporter une fois de plus à l'importance en termes de quantitatif qu'ont ces projets aujourd'hui, mais rapporter, on va dire, une consommation d'eau au mètre carré qui peut être assez importante. On peut aussi avoir certains impacts sur la qualité de l'eau en fonction de la gestion des nutriments qui est faite avec l'eau qui va ressortir de ces toitures, par exemple, qui peut avoir une certaine dégradation. Donc, il y a bien sûr pas que des avantages, mais ce qu'on voit, enfin, c'est ce qu'on a cherché aussi à faire un petit peu avec la présentation, c'est que globalement, il y a quand même une pertinence de ces systèmes dans leur insertion dans le système urbain. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Camille, si tu es encore là, à plus tard, merci. J'en aurais une, mais s'il y a l'audience, si quelqu'un a une question, la personne passera avant moi. Okay. Du coup, c'est plus pour répondre à cette fameuse question de est-ce que l'agriculture urbaine peut nourrir au moins en bonne partie les villes. J'imagine que les chiffres qu'on a vus ce soir, c'est dans le modèle actuel, donc relativement carné à l'échelle mondiale, même s'il y a des énormes disparités. Est-ce que si demain on a, enfin, c'est macro, c'est à l'échelle mondiale, c'est un peu compliqué, mais si demain globalement on a une alimentation moins carnée, est-ce que on peut envisager que l'agriculture urbaine nourrisse encore plus les villes? Voilà. Tu veux répondre, Eric? Bon, je me lance. J'aurais du mal à faire une réponse précise parce qu'on n'a pas des chiffrages en tête, mais c'est sûr que, en tout cas, c'est ce que j'ai montré par cette carte là, des études un peu de cas, c'est que les projets d'agriculture urbaine aujourd'hui, notamment en Europe et en France, sont quand même plutôt tournés vers de la production de légumes, de fruits ou autres. Donc, dans une idée de transition des régimes alimentaires vers des régimes alimentaires beaucoup moins carnés, c'est sûr que la pertinence, on va dire, en tout cas, de ces productions pourrait être accentuée. Après, en revanche, sur tous les systèmes de grande culture, hein, l'agriculture urbaine n'est absolument pas, on va dire, une réponse où, voilà, en tout cas, ne constitue pas, ou si ce n'est une toute petite partie de la réponse sur ce sujet. Merci beaucoup. Et Orlan, tu lèves la main. Plaisir, si tu veux. Oui, moi j'avais une question sur, je me demandais comment ça se passe pour acquérir les terrains, est-ce qu'il y a des facilitations pour les personnes qui veulent monter des projets? Est-ce qu'ils sont facilités par rapport à d'autres gens sur, je sais pas, quand il y a des personnes qui montent des projets dans des parkings qui ont été abandonnés ou des caves, etc. Oui, bah justement, c'était il y a un dernier point sur lequel après je voudrais rebondir, mais cette question de l'accès au foncier, comme je l'ai dit à un moment donné, elle est bien sûr primordiale et c'est une des premières contraintes que les porteurs de projets rencontrent. Face à ça, il y a eu différentes manières d'agir, on va dire, des pouvoirs publics. Un exemple de ça, c'est qu'à Paris, la mairie qui a souhaité, notamment suite à une volonté politique, hein, développer des projets d'agriculture urbaine et plus largement, on va dire, des espaces verts. Ils ont mis en place une suite d'appels à projets qui s'appelle les pariculteurs, qui ont eu pour objectif de mettre à disposition du foncier à la fois public et à la fois privé pour des porteurs de projets. Donc l'idée, c'était que la collectivité jouait le rôle de facilitateur pour l'accès à ce foncier, en essayant d'aplanir, on va dire, au maximum et de rendre un peu le plus facile possible les conditions d'installation, en sachant que ça pose tout un tas de questions d'accessibilité, de loyer potentiel, d'accès justement à des ressources comme de l'eau pour permettre des bonnes conditions de culture. Et c'est un projet où on en est aujourd'hui, je crois, à la 5e ou 4e appel à projet, où ils ont un peu appris aussi en faisant, c'est-à-dire qu'au tout début, il y a eu notamment un temps d'installation des projets qui a été extrêmement long.
qui a mis en danger, on va dire, l'équilibre économique de certains de ces projets. Et par ailleurs, l'autre chose, c'est que il y a eu un travail, et notamment du fait, on va dire un peu du lobbying, ou en tout cas de l'organisation des acteurs de l'agriculture urbaine via la FOP, qui est l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, qui ont mis sur la table et donné des éléments un peu concrets sur cette question du statut un peu juridique et de l'accès au foncier. C'est-à-dire concrètement, très souvent, les porteurs de projets avaient des bails de 2-3 ans, qui n'étaient pas forcément renouvelables, et ce qui fait que du coup, le niveau d'investissement consenti pour développer un système de culture devenait monstrueux par rapport à une précarité sur cet accès au foncier. Donc ça c'est vraiment une question clé pour les projets où les pouvoirs publics ont clairement un rôle à jouer. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour? 20h02, c'est propre. Juste pardon, un tout dernier point, mais après je m'arrête, promis, parce que je comprends que vous avez faim et moi aussi. Un dernier point que je voulais souligner, c'est juste le fait que si l'agriculture urbaine et les projets d'agriculture urbaine ont une pertinence, il y a quand même un point de vigilance qui me semble important à avoir en tête, c'est le fait que ça ne serve pas non plus d'arbres qui cachent la forêt, notamment autour des problématiques d'imperméabilisation des sols. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui ont été mises en place autour du zéro artificialisation nette, notamment, qui visent à préserver du foncier. Et là-dessus, si l'agriculture urbaine est vraiment une solution pour valoriser, on va dire, un certain nombre de fonciers, c'est pas du tout une solution pour sauvegarder le foncier en tant que tel. C'est-à-dire que le grignotage de la ville ne sera pas empêché par les projets d'agriculture urbaine en tant que tel. Donc voilà, donc c'est juste pour garder quand même cette question-là en tête, qui est liée à l'accès au foncier, qui est liée à cette préservation-là et qui est essentielle, je pense aussi. Oui, je pense aussi, merci beaucoup. En gros, bétonner pour construire une usine ou un bâtiment, peu importe, et mettre 3 plants de tomates au-dessus, on peut oublier. Vaut mieux laisser le champ comme il était avant, pour l'artificialisation. Maud, ah oui, tu dois y aller. Merci beaucoup encore. Ouais, je suis désolée, mais je vais faire sonner l'alarme là. Je suis en train de me faire mettre dehors. On va pas te faire mettre dehors, mais on va y aller aussi. C'est super intéressant, merci beaucoup. À plus tard, merci. Merci à vous, merci beaucoup encore à Erika d'avoir pris ce temps aussi. Merci Oui, à avec vous. plaisir. Et en espérant que ça aura répondu à vos attentes, on vous partagera la présentation de toute façon, si jamais il y a avec un certain nombre de liens. C'est parfait, merci beaucoup. Du coup, j'allais dire qu'on va vous envoyer le replay assez vite dans les prochains jours, et du coup, je pourrais joindre votre présentation. Merci pour la préparation aussi, ça fait pas mal de données, c'est super. Et du coup, sauf si certains sont peut-être passés par le Discord de Time for the Planet pour atterrir ici, si vous voulez les documents, vous pouvez mettre un message sur le salon de la planète agro. Alors, je parle chinois peut-être pour certains, mais c'est pas grave, ceux qui sont concernés sauront de quoi je parle. Du coup, voilà, encore merci, c'était très intéressant. Je pense qu'on partage tous la vie. Et avec plaisir pour échanger, si besoin, pour plus tard. Et j'imagine que je ne veux pas parler pour tout le monde, mais si d'autres ont des questions, ils peuvent éventuellement vous contacter. Votre temps doit être un peu précieux, mais... Ils peuvent nous contacter, et après c'est juste la réponse qui n'est pas toujours très rapide, mais avec plaisir. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.